Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Que faut-il réellement comprendre du message du pape Benoît XVI sur l'usage du préservatif? Il admet pour la première fois dans un livre accepter son utilisation, mais uniquement dans certains cas. Un caractère exceptionnel sur lequel ce soir insiste le Vatican. Nous irons à Rome où les avis des cardinaux sont partagés. Je crois que face à une épidémie qui cause des millions de morts, l'Église se devait d'avoir un discours clair. La réponse de Brice Hortefeux au coup de colère de Jean-Claude Gaudin. Le maire de Marseille exigeait un renfort de police, et cela alors qu'un adolescent de 16 ans avait été tué par une rafale de Kalachnikov dans la nuit de vendredi à samedi. Un enfant de 11 ans avait également été blessé. Quand il y a ces ventes de Kalachnikov, il faut bien entendu aussi que l'État intervienne. Nous ferons le point sur le coup de froid qui va toucher la France à partir de demain, avec même quelques chutes de neige dans les jours à venir. Tania Young nous racontera tout cela tout à l'heure. Et puis coup de projecteur sur le service d'hébergement d'urgence, le 115. Nous irons en Bretagne. Notre enquête sur le grand gaspillage des Français. Nous jetons près de 20 kilos de nourriture par an et par personne. À suivre, décryptage et témoignages. Un dimanche de sport avec les images et les derniers résultats de la Ligue 1 de football. C'est Lille qui prend le pouvoir ce soir. Victoire également de Bordeaux cet après-midi face à Arles-Avignon. Du rugby avec la petite victoire du 15 de France face à l'Argentine. Le grand test c'est samedi prochain face à l'Australie. Et puis images spectaculaires du Supercross de Bercy. Enfin, le cinéma, ce soir avec le box-office. C'est l'événement de la semaine prochaine. C'est la sortie du dernier volet de la saga Harry Potter. Un dernier opus en 2 actes. L'occasion, une nouvelle fois, pour les producteurs de battre tous les records. Les premières images à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Et on commence donc par une petite phrase signée du pape Benoît XVI dans un livre à paraître mardi qui suscite depuis quelques heures de nombreuses réactions. Une phrase qui concerne l'usage du préservatif. L'Église catholique en avait fait depuis toujours un tabou. Il semble désormais brisé. Mais dans quelle proportion réellement? Seul le risque de contamination est évoqué. Alors voyons tout d'abord quelles ont été les premières réactions au Vatican aujourd'hui. En tout cas, certains prélats semblent embarrassés. Philippe Visserias et Gian Claudio Calderara. Le préservatif. En entendant ce mot, il y a ceux qui tournent les talons. Ceux qui font la sourde oreille. Oui, oui, au revoir. Ceux qui s'énervent. Il n'y a que ça que vous connaissez comme problème. On entend que ça chez vous, excusez-moi, je ne vous réponds pas. Et ceux qui se réfugient derrière une seule et même formule. Je n'ai pas lu les déclarations et je n'ai pas lu le livre et l'interview. Donc je ne ferai aucun commentaire. Je ne sais pas, je ne connais pas le livre, je ne sais rien. Et pourtant, l'information est parue dès hier soir dans l'Osservatore Romano, le quotidien du Vatican, que tant de prélats avaient en main ce matin. Car sur la place Saint-Pierre, c'était l'affluence des grands jours. Dans la basilique, le pape a créé 24 nouveaux cardinaux en leur remettant cet anneau. Des princes de l'église de pourpre vêtus, parfois embarrassés par les déclarations du pape. De leur côté, les cardinaux français ont voulu rappeler que cette ligne pragmatique de Benoît XVI est défendue depuis des années par les évêques de France. Il dit qu'il ne faut pas se polariser sur cette question. C'est écrit vraiment dans le livre, vous voyez. Donc ça invite les gens à ouvrir les yeux. Déjà, il y avait une formule choc du cardinal Lustiger il y a 20 ans. Il avait dit aux gens, si vous ne voulez pas être des saints, au moins ne soyez pas des assassins. D'autres pourtant, notamment les évêques africains, s'inquiètent et doutent. Il faut tout faire pour qu'on ne dise pas que maintenant pour les adolescents, pour tout le monde, en avant les préservatifs. Ce n'est pas vrai. J'aimerais bien lire d'abord ce que le pape a écrit avant de dire quoi que ce soit. Mais de toute façon, le pape ne peut pas conseiller aux prostituées d'utiliser le préservatif. Non, ça le pape ne peut pas. Cet après-midi, le père Lombardi, porte-parole du Vatican, a tenu à préciser dans un communiqué le caractère exceptionnel de l'utilisation du préservatif et que son usage ne représente pas pour le Vatican la solution du problème du sida. Et on retrouve tout de suite au Vatican Philippe Visserias. Bonsoir Philippe. D'abord, avant de parler d'aujourd'hui, on va juste réécouter la réponse à la question que vous aviez posée il y a quelque temps au pape Benoît XVI sur la politique de l'Église par rapport au sida. C'était dans l'avion qu'il emmenait en Afrique. Nous étions en mars 2009. Écoutez. On ne peut pas vaincre le sida par la distribution de préservatifs. Au contraire, ils augmentent le problème. La solution peut être seulement liée à une humanisation de la sexualité. Alors Philippe, force est de constater que quelque chose a bel et bien changé. Les mots employés sont importants et ils ne sont plus les mêmes pour le pape Benoît XVI aujourd'hui.
Bien sûr, on se souvient, Laurent, que pendant des années, pour Benoît XVI, comme pour Jean-Paul II avant lui, eh bien, les seules armes pour lutter contre le sida, c'était la chasteté et la fidélité. Et aujourd'hui, dans ce livre, qui sera rendu public mardi prochain, mais que j'ai pu consulter, le pape reconnaît pour la première fois, dans certains cas, notamment pour les prostituées, eh bien, que l'usage du préservatif est possible pour éviter les risques de contamination. C'est un tournant. Benoît XVI avait été fortement critiqué après son voyage en Afrique, et il a voulu là montrer un nouveau visage, celui d'un homme pragmatique face à l'évolution de l'épidémie du sida. En même temps, Philippe, du côté du Vatican, on insiste cet après-midi sur le caractère exceptionnel de l'usage du préservatif. Oui, parce que sur le fond, le dogme n'a pas changé, Laurent. L'Église catholique est toujours opposée à l'usage du préservatif en tant que moyen de contraception. Et d'ailleurs, le Vatican a publié ce communiqué cet après-midi pour répondre à l'inquiétude de certains évêques et de certains cardinaux qui étaient présents à Rome et pour limiter aussi en quelque sorte l'impact des déclarations du pape. Merci Philippe Bisserias en direct du Vatican. Merci. Autre réaction maintenant, en France, où on le sait, cette question était depuis déjà quelques années abordée. Les fidèles ne sont pas très surpris, même plutôt soulagés de cette ouverture. Parole de prêtres et de fidèles. Malauréonou, Audrey Richie et nos bureaux en région. Je crois que c'est un changement profond quand même dans l'Église et une ouverture vers quelque chose qui était très demandé par beaucoup de chrétiens. Surtout par exemple pour la maladie, c'est normal que le préservatif soit utilisé. C'est pas un remède contre le sida en tout cas, je pense aujourd'hui, et je reste contre. C'est bien qu'il se prononce, et par contre qu'il nous invite aussi à la fidélité. Ça, c'est peut-être plus important. À partir du moment où on ne fait rien avant le mariage et où on ne trompe jamais sa femme, il n'y a aucun problème. Dans toute sa vie, on n'a pas besoin de préservatif. C'était ça le propos initial. Maintenant, il faut clarifier et je trouve ça très bien qu'il ait clarifié. De nombreux évêques ont dit que lorsque l'on n'était pas fidèle, il fallait porter un préservatif. Alors le Saint-Père ne l'a pas dit pendant un certain temps, ce que personnellement je regrette depuis longtemps. Je crois que face à une épidémie qui cause des millions de morts, l'Église se devait d'avoir un discours clair. C'est un premier pas qu'il a fait. Espérons qu'il en fera d'autres. On voit beaucoup d'avortements. Et si ça peut aider toutes les jeunes filles à ne plus avorter, moi je pense que c'est une bonne chose aussi. Il faut bien se moderniser un petit peu, penser aux jeunes. Direction Marseille maintenant, où vous le savez, un adolescent de 16 ans a été tué et un enfant de 11 ans blessé par une rafale de Kalachnikov dans la nuit de vendredi à samedi. Au cœur de tout cela, encore et toujours des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Depuis 24 heures, Jean-Claude Gaudin réclamait de nouveaux moyens. Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place. Alors quel est son discours et a-t-il apporté des réponses concrètes? Eh bien on voit cela avec Stéphane Despinois et Benoît Jourdan. Les jeunes guetteurs ont repris leur place, la même où l'adolescent de 16 ans a été mitraillé vendredi soir. Dans le quartier du Clos-la-Rose, c'est l'Omerta. Rares sont les habitants qui osent dire publiquement leur indignation après ce nouveau règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Dans toutes les cités marseillaises, de toute façon, on n'entend que ça maintenant. Qui tue les enfants, c'est pas normal. Les jeunes là, du quartier se sentent intouchables, on les laisse faire, c'est au vu de tout le monde. Voilà, la drogue, elle circule dans la cité, personne ne dit, parce que c'est vrai qu'on a peur qu'il y ait des représailles. Vous êtes choqué qu'il puisse y avoir des règlements de compte aux armes lourdes, des armes de guerre? Choqué, oui, forcément. Et choqué dans le sens que la police, elle fait rien contre, qu'ils savent très bien que ça se passe dans les cités, et je ne comprends pas pourquoi ça ne bouge pas plus que ça. Une impunité que dénonce aussi le maire de Marseille. Il en appelle à l'État. Ce qui se passe est véritablement abominable. Maintenant, on va tuer des enfants ou des adolescents. Quant à ces ventes de Kalachnikov, il faut bien entendu aussi que l'État intervienne. Le ministre de l'Intérieur est venu ce soir à Marseille. Il a tenu une réunion avec les responsables marseillais de la sécurité en présence du patron de la police judiciaire avant d'annoncer des opérations coup de poing. Et je demande à ce qu'il y ait des opérations systématiques, fortes, régulière de sécurisation des halls d'immeubles et des caves, comme nous l'avons fait dans un certain nombre de départements de notre territoire, et tout récemment encore dans le département de la Seine-Saint-Denis. 150 CRS en plus vont être déployés sur le terrain et 5 spécialistes du renseignement sur le trafic d'armes vont venir en renfort. La Kalachnikov est communément utilisée pour la guerre sans merci que se livrent les caïds des cités. Ce sont des rafales de cette arme qui ont tué le jeune de 16 ans et blessé le petit de 11 ans. Une arme venue d'ex-Yougoslavie et qu'il se procure pour quelques centaines d'euros.
Revenons maintenant sur ce mystère qui entoure la découverte de 2 corps dans un village du Finistère. Un couple de retraités retrouvés morts dans leur maison située dans la commune de Bourg-Blanc. Un homme et une femme tués d'abord à l'arme blanche, puis brûlés. Les premiers témoignages ne révèlent pour le moment aucune zone d'ombre concernant les victimes. Stéphanie Pérez. Que s'est-il passé dans ce pavillon tranquille du Nord Finistère? Les enquêteurs continuent leurs investigations. Jeudi, les corps du couple de retraités ont été retrouvés carbonisés dans la cuisine. Sur la dépouille de l'homme, 29 coups portés à l'arme blanche. Le procureur de Brest envisage un premier scénario. Le ou les auteurs des faits ont poignardé le couple dans la maison, qu'après les faits, les corps ont été aspergés d'un liquide inflammable, que les corps ont été incendiés. Une scène de crime complexe. L'incendie s'est propagé dans la cuisine. Les vapeurs de combustible ont provoqué une explosion. De nombreuses preuves matérielles ont disparu dans les flammes. Mais les enquêteurs écartent déjà une piste. Compte tenu de l'absence d'effraction sur la maison et de l'absence a priori de fouille des pièces de la maison, la thèse d'un crime de rôdeur n'est pas celle qu'on va privilégier. Le couple vivait ici depuis une trentaine d'années. Tous deux venaient de prendre leur retraite. Leurs voisins les décrivent comme discrets et sans histoire. L'actualité de cette fin de week-end est également économique. Après la Grèce, au printemps, l'Irlande semble à son tour dans une situation de quasi-faillite, une situation alarmante qui pourrait fragiliser la zone euro. Alors l'Irlande va-t-elle également bénéficier d'une aide et d'un prêt de la part de l'Union européenne et du FMI? On prend tout de suite la direction de Bruxelles. Bonsoir François Bonnenet. Les événements se précipitent depuis la mi-journée. L'état des finances irlandaises inquiété. Alors où en est-on ce soir ? Alors au moment précis où nous parlons, c'est toute l'Europe qui se penche au chevet de l'Irlande. Depuis un peu plus de 2 heures, les ministres européens des Finances, qui ont l'habitude de se retrouver ici à Bruxelles, tiennent par téléphone une réunion de crise. Ils discutent de la demande d'aide que Dublin est en train de leur faire parvenir. Car c'est bien là la nouveauté de ce dimanche. Laurent, ce soir, le gouvernement irlandais va lancer officiellement un appel au secours à l'Europe, mais aussi au FMI pour sauver ces banques de la faillite. Or, jusqu'à présent, il s'y était toujours refusé. François, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette situation peut affecter les citoyens de la zone euro dans leur ensemble et donc nous ? La première raison est toute simple. Nous, les Français, nous avons dans notre poche la même monnaie que les Irlandais ou les Grecs. Ce qui veut dire que lorsqu'un des 16 pays de la zone euro a un souci majeur, eh bien, cela concerne tous les autres. Alors, en tentant de sauver l'Irlande, les Européens veulent donc aussi protéger le Portugal, l'Espagne et pourquoi pas, plus tard, l'Italie ou même la France qui ont également des déficits très importants. Et puis, si les banques irlandaises ou grecques venaient à s'effondrer, eh bien, il y aurait un effet domino pour d'autres banques européennes, dont françaises, qui ont beaucoup investi dans ces pays. Donc, personne ne veut cela, ni en Europe ni ailleurs. Cette nuit, les ministres américains et japonais seront d'ailleurs, eux aussi, au téléphone. Voilà, c'était très clair. Merci beaucoup François Bonnenet en direct de Bruxelles. Le week-end politique a été marqué par un dossier, l'affaire dite de Karachi. On a entendu Dominique de Villepin affirmant ce soir qu'il n'y avait aucun lien entre l'arrêt de versement des commissions et l'attentat, qui, je vous le rappelle, avait tué 11 Français. Le président de la République lui a promis d'apporter tous les documents nécessaires à la justice. Un dossier épineux qui pousse à la prudence. Réaction ce midi du ministre Bruno Le Maire et du porte-parole du Parti socialiste Benoît Hamon. Ils étaient les invités de 13h15 le dimanche. Et quand il s'agit de contrats qui pourraient faire l'objet de rétrocommissions, et surtout quand le soupçon pèse sur la responsabilité de ces commissions dans la mort de 11 Français, la responsabilité, c'est de faire la clarté, pas simplement de dire qu'on va la faire, mais de passer aux actes et de transmettre les documents au juge d'instruction. Je crois que l'important, c'est que la justice fasse son travail. Et pour qu'elle puisse faire bien son travail, il faut qu'elle ait accès à tous les documents dont elle ait besoin, c'est-à-dire qu'il y ait une transparence totale. Moi, je me réjouis que le président de la République ait effectivement annoncé qu'il transmettrait aux juges, lorsqu'ils le demanderont, tous les documents nécessaires à la transparence sur cette affaire. Et Alain Juppé, de son côté, ancien Premier ministre en 1995, a estimé que lui n'avait pas entendu parler de rétrocommission. Les parties civiles dans cette affaire souhaitent qu'il soit en revanche entendu par la justice. Et puis en bref, sachez que les locaux parisiens du site d'information rue 89 ont été cambriolés la nuit dernière, et cela pour la 2e fois. Une vingtaine d'ordinateurs ont été ainsi dérobés. Doit-on parler d'une nouvelle jungle dans la région de Tettegem, près de Dunkerque? Le maire de la ville s'inquiète du rassemblement autour de sa commune d'une centaine de migrants. On se souvient qu'en septembre 2009, ce que l'on appelait la jungle de Calais avait été démantelé. Plus de 1000 migrants à l'époque avaient été évacués. Alors le problème s'est-il simplement déplacé? Eh bien on voit cela sur place avec Denis Guérin et Dominique Mas.
La Seine était jusqu'ici visible à Calais. Nous voici près de Dunkerque, 50 km plus au nord. Distribution de repas chauds et kits de survie. Dans chaque sac, un duvet, un poncho, un jerrycan pour passer l'hiver au mieux. Les associations humanitaires en ont délivré plus de 150 dans ce camp hier après-midi, un nombre qui ne cesse d'augmenter. Ce qui attire les gens ici, ce n'est pas l'aide humanitaire qu'on leur donne. C'est le départ du pays d'origine parce qu'il y a un conflit, c'est la proximité avec l'Angleterre et c'est le fait qu'il y a un parking ici sur lequel ils vont pour monter dans les camions pour aller en Angleterre. Ce n'est pas l'aide humanitaire qui attire les gens. Un terrain inoccupé, coincé entre un plan d'eau et l'autoroute qui relie la Belgique à la France. C'est donc ici, caché dans les sous-bois, que des dizaines de migrants ont établi leur abri de fortune. Almaï nous présente le sien, il est soudanais. Comme tous les autres, afghans, vietnamiens, africains, il a payé plusieurs milliers d'euros pour arriver jusqu'ici. Si la police détruit ce camp, eh bien on ira s'installer ailleurs, dans une autre ville. Ce sera toujours le même problème pour la France. À Tetegem, 7000 habitants, on commence à s'inquiéter. La municipalité, qui apporte elle aussi son aide, veut réduire le nombre de migrants à une quarantaine de personnes. J'essaie de faire comprendre à tout le monde, à la fois aux associations qui veulent qu'il y ait un camp important, à l'État qui veut qu'il n'y ait plus de camp du tout. Je leur dis, depuis 2 ans et demi, on fonctionne avec 30-40, ça se passe bien, eh bien je veux qu'on revienne à 30-40. Le préfet et la police aux frontières se sont rendus sur place dans la semaine. Depuis la destruction de la jungle de Calais, tous les camps des environs ont été démantelés. Celui de Tetegem est peut-être en sursis. Un petit point pratique maintenant au milieu de ce journal, car il faut savoir, nous allons vivre notre premier vrai coup de froid à partir de demain. Avec nous, Tania Young. Bonsoir. Merci Tania d'être avec nous. Première information, on peut parler vraiment d'une première vague de froid? Oui, on peut parler d'une première vague de froid. Par exemple, demain à Paris, il va faire 5 degrés. Il y a une dizaine de jours, il faisait 15 degrés. Alors, c'est pas pour autant un épisode exceptionnel. Le dernier remonte au mois de novembre 2005. Est-ce que tout cela va durer? Oui, ça va durer. Ça va durer au moins une dizaine de jours. Peut-être plus, ça reste à déterminer. Le pic de froid, ce sera pour dimanche et lundi prochain. Là, on aura des températures entre 6 et 8 degrés en dessous des normales de saison. Et en plus, il y aura un gros contraste entre l'ouest où il fera encore assez doux et l'est où il fera bien froid, surtout dans le nord-est. Le matin, dimanche, entre moins 6 et moins 10 degrés et pas de dégel dans la journée. Alors du froid, oui. Et un peu de neige aussi? De la neige, oui. Alors il neige déjà là sur les reliefs. En milieu de semaine, dans le nord-est, la neige va gagner les plaines. Et alors pour le week-end prochain, il neigera un petit peu partout, sauf dans le sud-ouest et en Méditerranée. Mais ce seront de faibles chutes de neige. Merci Tania pour toutes ces bonnes nouvelles. Et lorsqu'on parle de la vague de froid, on pense tout de suite bien évidemment aux plus démunis. L'occasion ce soir de faire un point sur l'hébergement d'urgence. Un numéro d'appel, le 115, illustration en Ille-et-Vilaine, où déjà on tire la sonnette d'alarme. Tanguy Karmarek et Michel Hiver. Ce sont les recalés du 115. 90 demandeurs d'asile, dont une trentaine d'enfants qui ont trouvé refuge dans cet ancien funérarium réquisitionné par le droit au logement. Ici, on vit au mépris de toutes les règles de sécurité. Il ne fait pas encore trop froid, on est à 5-6 la nuit. Mais si on retombe comme la dernière jusqu'à des -6 ressentis, il y a une puissance et une demande électrique qui fait que ça va sauter, c'est clair. Des plaques ou des barbecues électriques font office de chauffage. Pour cette famille géorgienne, le squat était sa seule alternative à la rue. Oui, appelé 115, beaucoup appelé, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, toute personne, pas de place. C'est pas normal, parce que ma femme attend un bébé. Il n'y a pas à manger, pas à dormir. J'aurai aucune solution pour les familles ce week-end. Il faudra rappeler à partir de lundi matin. L'afflux de réfugiés, conjugué à la crise économique, fait exploser le standard du 115. En Ille-et-Vilaine, le nombre d'appels a doublé en un an. C'est dur. Voilà, on attend que. Avant, on espérait que l'hiver finisse pour avoir une trêve et pour pouvoir souffler un peu. Et malheureusement, là, il y a tellement d'arrivants et tellement de nouveaux et tellement de familles et de femmes enceintes qu'on soit en plein mois de décembre ou en plein mois d'août, ça change plus rien du tout, quoi. Les foyers d'hébergement d'urgence sont pris d'assaut. C'est un peu de réconfort pour les sans-abri qui savent que seul un emploi peut les sortir de la spirale infernale. Bon, dès que vous avez un emploi, vous avez accès plus facile à un logement. Que ce soit les propriétaires, certains organismes et tout, ils verront que vous n'êtes pas quand même à la rue totale. Chaque soir en Ille-et-Vilaine, faute de place, le 115 doit laisser à la rue près de 80 personnes. Autre question, ce soir, comment lutter contre le gaspillage? Plusieurs actions symboliques étaient organisées ce week-end afin de mettre en lumière le gâchis que révèle parfois l'intérieur de nos poubelles. Un chiffre résume ce problème. En moyenne, chaque Français jette par an 20 kilos de déchets alimentaires.
Autre exemple précis, un pain sur 3 ou encore une salade sur 2 finit à la poubelle. Alors avons-nous conscience de ce gaspillage? Voici l'enquête de Julien Beaumont et de Tatiana Daligo. Des chariots pleins à craquer. Un samedi ordinaire dans ce centre commercial de la région parisienne. Des familles nombreuses venues acheter leurs provisions pour la semaine. Et bien sûr, pas question de gâcher. On consomme au fur et à mesure. On calcule. On garde les dates quand on choisit. Donc là, c'est sûr, vous n'avez rien acheté du tout alors? Oui. En classant dans le frigo les produits par date de péremption. Ça marche? C'est un bon système? Ça marche assez bien. On essaie de faire attention. Mais avec des enfants, c'est pas évident, ils veulent tout et à la fin, ils mangent pas tout. La famille Yuzo vient aussi de faire ses courses. 5 personnes à table, plus les amis de passage. Alors forcément, le réfrigérateur est bien rempli. Alors, dans mon frigidaire, nous avons des produits laitiers pour toute la famille et des compotes de pommes essentiellement pour les enfants. Des achats, alors qu'ici, comme dans de nombreuses familles en France, tout n'a pas été consommé. Christine vient justement de trouver un aliment encore emballé, mais périmé. J'ai cette mozzarella qui est périmée du 8 novembre. Comment ça se fait ça? Elle était peut-être derrière, au fond, et bon, je l'ai oubliée. Récemment acheté et quelques jours après jeté, cela nous arrive presque tous un jour. En fait, en moyenne, par personne et par an, nous jetons 7 kg d'aliments emballés, non entamés. Mais aussi 13 kg de restes ou de fruits et légumes périmés ou abîmés. Le coût pour une famille varie entre 170 et 450 €. Il y a aussi un coût pour la collectivité. Pour s'en rendre compte, direction le centre de traitement des déchets. Nous sommes à Ivry-sur-Seine. 1 million d'habitants envoient leurs poubelles ici. Et pas besoin de chercher longtemps pour tomber sur des aliments gaspillés, des tranches de saumon, du céleri et bien sûr du pain. Ce gâchis alimentaire, c'est du travail supplémentaire. Le gâchis alimentaire, c'est à peu près 5% de ce qu'on trouve ici dans nos centres, de ce qui arrive dans nos centres. Et donc, voilà, tout ce qui permettra d'alléger, de diminuer, sera le bienvenu. Et c'est un enjeu pour l'environnement et c'est aussi un enjeu pour dépenser moins d'argent. En région parisienne, 5%, cela représente 5000 camions poubelles en plus par an. Pourtant, il existe des moyens simples pour moins jeter. Benoît Hartmann travaille chez France Nature Environnement. Il nous livre 2 conseils faciles à suivre. Trier vos aliments, les ranger au bon endroit dans le frigo, c'est assurer une meilleure conservation. Partir avec une liste de courses et s'y tenir, c'est ne pas céder à des offres qui sont trop tentantes et qui vous poussent à gâcher parce qu'acheter en trop grande quantité. Avec ces conseils, nous pourrions diviser par 4 nos déchets alimentaires. Pour aider cette prise de conscience, des slogans apparaissent sur la façade de cette déchetterie. Un rappel juste avant Noël, c'est la période où nous gaspillons le plus. Voilà pour cette enquête. Il est 20h21, à suivre dans un instant un document. Alors que la question des violences faites aux femmes a été décrétée grande cause nationale, vous entendrez le récit d'enfants trop souvent témoins de ces agressions, parfois quotidiennes. Un dimanche de sport avec du football, la Ligue 1, du rugby, en attendant France-Australie, et puis le Supercross de Bercy, toujours aussi spectaculaire. Enfin, le cinéma avec le box-office, et puis le retour d'Harry Potter, fin de la saga, en 2 parties. On découvrira ensemble les images du dernier opus à la fin de ce journal. Mais d'abord, ce document des paroles d'enfants qui nous racontent comment ils ont vécu les violences que leurs mères ont subies. Cette grande cause nationale est une question trop souvent taboue. Laetitia Legendre et Guillaume Beaufils sont allés à la rencontre de ces enfants, de ces adolescents qui viennent témoigner auprès de psychologues. Voici ces témoignages. Le portrait que ces enfants esquissent de leur père, c'est d'abord l'angoisse, la menace permanente. Réfugiés dans ce centre d'urgence, à l'abri, ils ont fui un père violent et racontent enfin leur quotidien. Qu'est-ce qu'on ressent quand il y a tous ces éclats de voix, quand il y a les coups qui tombent? On a envie juste de partir pour pas ressentir cette violence. La violence, elle s'est exercée contre vous aussi? Pas toujours, parfois. T'avais peur? J'avais peur qu'il la tue et qu'il nous tue aussi nous. C'est comme si je recevais les coups moi-même, j'avais peur. Je pouvais rien faire, mais en même temps j'avais peur. Je voulais faire quelque chose, mais je savais que je pouvais rien faire. C'est juste à ma mère de décider de partir. Moi, je peux pas décider de partir. Parce que je sais que ça va mal finir. Après, il disait qu'il ne recommencerait plus et tout ça. Mais le lendemain, il faisait le contraire. Préserver son enfant,
C'est ce qui a décidé cette mère à fuir le domicile. Les insultes, les humiliations puis les coups, elle a tout enduré, mais ne supportait plus de voir sa fille se renfermer sur elle-même. C'était quoi la solution pour toi quand tu voyais la violence? C'était de te réfugier? Me mettre sous ma couette. Et tu faisais quoi? Je caressais mon chien. Tu te bouchais les oreilles? Oui. Pour pas entendre? Oui. Je voulais surtout pas qu'elle intervienne. Parce que je voulais surtout pas que, bon, derrière, c'est elle qui prenne. Elle m'a dit à certains moments, mais écoute maman, bon, va falloir que tu réagisses, ça suffit. Témoins de ces violences, les enfants sont rarement considérés comme des victimes. Dans ce centre, en grande partie financé par l'État, des psychologues écoutent. Ils accompagnent notamment ces 2 ados qui ont fui depuis 8 mois leur père et sa violence. T'as du mal à t'en défaire de cette angoisse? Il y a des moments, ça va. J'ai moins peur que d'autres, mais sinon l'angoisse et la peur est toujours là. Ouais. Les cauchemars, c'est encore toutes les nuits? Non, pas toutes les nuits. Je me dis peut-être qu'on a fait quelque chose de mal, alors pour qu'il nous fasse subir tout ça. Moi j'ai la haine envers lui parce qu'il nous a gâché notre enfance. En France, plus d'1 million d'enfants ainsi exposés souffriraient de stress post-traumatique, avec le danger que certains d'entre eux reproduisent ces violences une fois adultes. Il y a de réels risques qui s'identifient, notamment les garçons aux pères agresseurs. Il faut justement les accompagner pour pas que la répétition s'organise et puis que justement ils puissent être d'autres choses que ce qu'ils ont vu et avoir un autre avenir que ce qu'ils ont vu au quotidien. Pour les plus petits qui n'ont pas les mots pour raconter, la tâche aussi est complexe. Cet enfant a été témoin direct de violences sur sa mère. Depuis, il a toujours du mal à s'alimenter et panique dès qu'il voit des étrangers. Quand il revenait de chez son père, c'était très perturbé, et il devenait même violent avec moi. Quand vous avez un petit garçon de 3 ans, qu'il arrive à parler et qui témoigne et qui vous raconte des scènes qu'il a vécues alors que c'était un petit bébé et qui vous raconte tout dans le détail, vous me dites comment il fait. Troubles alimentaires, scolaires, dépression parfois, les séquelles sur les enfants restent encore mal connues. Peu de centres spécialisés les prennent en charge et les moyens manquent encore souvent pour les accompagner efficacement. Voilà pour ce document. Allez, on respire un peu avec toute autre chose. Que s'est-il passé ce week-end dans l'actualité sportive? On va parler football avec la Ligue 1. Lille est le nouveau leader ce soir. Du rugby et le 15 de France se prépare à affronter l'Australie. Enfin du Supercross, toujours aussi spectaculaire à Bercy. Julien Benedetto. Attention, chef-d'œuvre. Adriano, défenseur brésilien de Monaco, marque le plus beau but de la saison en Ligue 1. Beau, mais inutile. Le club de la Principauté s'incline à Lille 2-1. Aubragnac offre la victoire aux nordistes à 8 minutes de la fin. Et Lille est ce soir en tête de la Ligue 1. Après un début de saison cauchemar, Bordeaux remonte à la 7e place du classement. Les Girondins s'imposent cet après-midi à Arles-Avignon, dernier de la classe, 4-2, grâce notamment à ce triplé d'Anthony Modeste. Mention passable, peut mieux faire. Les Bleus du rugby ont certes battu leur bête noire argentine hier 15-9, mais ils n'ont pas marqué d'essai et se sont montrés brouillons en attaque. Copie à corriger en vue du prochain test match contre l'Australie samedi. Un seul changement prévu pour ce duel, le retour de Ouedraogo. Supercross de Bercy, catégorie freestyle. Traduisez, je lâche ma moto à 30 mètres de hauteur. Mi-pilote, mi-acrobate, tous accros à l'adrénaline. La page cinéma avec tout d'abord, comme chaque dimanche, le box-office des sorties de la semaine. Et en tête, c'est le film américain Red. Ces retraités extrêmement dangereux, interprétés entre autres par Bruce Willis, Morgan Freeman et Hélène Mirren. Et en deuxième position, un film français, No et moi, réalisé par Zabou Bretman. Une belle histoire d'amitié adaptée du roman de Delphine Le Vigan. Coup de projecteur maintenant sur la sortie événement de la semaine avec le dernier opus d'Harry Potter. Un dernier acte, je vous le disais, en 2 parties. D'abord une première partie qui sort mercredi, puis la deuxième sera pour le mois de juillet prochain. La fin d'une saga qui aura accompagné toute une génération. Isabelle Bechler. Harry Potter approche des 17 ans, l'anniversaire fatidique.
Ses ennemis veulent l'éliminer à toute force, alors que le trio d'amis se lézarde. Tu crois que je ne sais pas ce que ça fait? Non, tu ne sais pas ce que ça fait! Tes parents sont morts, tu n'as pas de famille. Arrêtez! Sans abri, seuls, loin de l'école de magie et de ses protections, les 3 ados se battent contre le mal. Ce qui rend le film attachant, c'est que ces 3 amis, quels que soient leurs défauts, sont en fait totalement désintéressés. Leur seul but, c'est de rendre ce monde plus vivable pour tout le monde. Les forces du mal sont à l'œuvre sous la direction de Voldemort. Le garçon, où vont-ils l'emmener? Dans une maison sûre. Trouver Harry Potter avant qu'il n'anéantisse les fragments d'âme de son ennemi mortel, c'est le but des sorciers maléfiques. C'est moi qui dois tuer Harry Potter. Voldemort recherche la domination totale, ce qui, à mon avis, est la quête insensée d'une âme perdue. Un Ralph Fiennes qui se délecte du rôle et du masque du Seigneur des Ténèbres. J'aime me cacher. C'est plus confortable de jouer sous les traits de Voldemort qu'avec ma tête à moi. Ils arrivent. Des armadas de mange-morts s'acharnent contre Harry et ses amis qui n'en finissent pas de fuir. Heureusement, Hermione et sa grande culture en sciences magiques continuent de les tirer de leurs mauvais pas. Mais comment? Un sortilège d'extension indétectable. T'es renversante, toi. T'as toujours l'air de te surprendre. Elle a la tête extrêmement bien faite, avec toujours 2 ou 3 coups d'avance. Elle anticipe toujours. Il faut dire qu'elle est très intelligente. Mais vulnérable, comme chaque membre du trio, à son tour. Aidez-moi! Ce sont des heures sombres, c'est indéniable. Un chiffre, 327, c'est désormais le nombre de jours de détention de nos 2 confrères Veillekir et Stéphane Taponnier ainsi que de leurs 3 accompagnateurs. Cela fait donc près de 11 mois qu'ils ont été enlevés en Afghanistan. Nous pensons ce soir à eux, à leurs familles ainsi qu'aux autres otages français retenus à travers le monde. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations de ce dimanche soir, c'est l'inquiétude qui entoure la situation économique irlandaise. Ce soir, Dublin s'apprête officiellement à demander une aide de dizaines de milliards d'euros à l'Union européenne et au FMI, et cela dans le cadre d'un vaste plan de sauvetage des banques du pays. Une situation qui fait écho à la crise grecque au printemps dernier, et il y a quelques minutes, les ministres des Finances de la zone euro sont tombés d'accord pour aider l'Irlande. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Tania Young, 20h35, le goût de la vie, film avec Catherine Zeta-Jones. Demain l'info, c'est dès 6h30, Télématin, à 13h Sophie Le Saint, 20h David Pujadas. Je vous retrouve mardi soir à 20h35 pour un document exceptionnel intitulé Les enfants du nouveau monde, un document à vivre en famille réalisé par Manon Loiseau, Vincent Nguyen et Jean-Sébastien Desbordes. Passez une très belle soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.